Hey, what's up, guys? Je suis votre host Ray Antonio, Yellow Sea Podcast, et nous sommes de retour. Mon prochain invité, on va parler d'investissement et j'ai l'honneur de vous présenter le CEO de Famille Guilbeault, Alexandre Guilbeault, un investisseur, puis il va tout vous dire ça, comment ça marche. Ça va? Ça, man, ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de te voir parce qu'on va faire une petite anecdote. On s'est rencontrés à un pool party. Oui. Shout out à David Léon, là. Oh, regarde. Quand j'ai vu qu'il a fait ce post-là, je suis comme, il faut que j'y aille. Puis l'affaire, c'est comme Dave, le lien que j'ai avec Dave, c'est qu'il est venu, je l'ai rencontré quand il est venu ici pour un podcast, le podcast à Charles Morin. Fait que j'ai rencontré, c'est là que j'ai, Charles Morin, c'est un courtier immobilier, puis pilote d'avion. C'est comme un genre un Bruce Wayne, là. Il fait un peu de tout, là, genre. Mais une bonne personne, fait que il a invité Dave pour faire un épisode. J'écoute l'histoire de Dave. Je suis comme, Chris, ce dude-là, il est un peu crinqué. Il y a des histoires, ses anecdotes, c'était malade. Fait que j'ai bien aimé sa personnalité. Fait que on a gardé contact. Fait que là, dernièrement, je vois qu'il faisait ce pool party, genre professionnel, entrepreneur. Je suis comme, ah shit. Je peux imaginer si le genre de personne qu'il est, il doit être entouré de personnes similaires. Ça doit être fun. Fait que c'est question de se mettre dans un lieu où est-ce que tu connais personne, puis regarde, OK. C'était vraiment un bel événement. Tu sais, Dave a la tendance et la capacité de mettre des gens de qualité ensemble. C'était vraiment agréable. Non, honnêtement, c'est très nice. Puis cette journée-là, c'est drôle parce que j'avais 3 événements. Il y a un événement qui se passait au Beach Club. Il y avait un autre festival que j'étais supposé de genre de host, puis le pool party. Puis tout était juste dans des opposés. Fait que tu peux pas être partout. Mais en tout ça, je suis comme, non, je m'en vais au pool party. T'as bien fait. J'aime mieux être entouré peut-être de 20 personnes de qualité, être dans un bordel en train de transpirer, genre avec 1000 personnes, genre, je suis comme, ah non. Il y a à un moment donné, il y a un niveau de genre de maturité où est-ce que tu es comme, tu sais, comme laisse-moi être dans la bonne espace. Puis il y avait une très belle température. Honnêtement, il faisait beau, il faisait chaud. Là, il y avait du beau monde. C'était vraiment une belle journée. Mais je partage ton opinion. Nous autres, on a fait l'acquisition dans les dernières semaines de 40% de Le Mans Auto Club à Saint-Augustin, à Québec, qui est un club privé pour les amateurs de véhicules exotiques. C'est une place le fun. Je te montrerai ça tantôt si tu veux. Puis chez Le Mans, on a fait hier un événement. On avait analysé la track de course à Montmagny. Où est-ce qu'on était une soixantaine de personnes parce que c'était sur invitation seulement. 60 personnes de qualité ensemble, c'est incroyable. Non seulement la business qui s'est brassée là, mais la qualité des interactions, des échanges qu'on est capable d'avoir dans des petits groupes privés comme ça est vraiment plus intéressant, à mon avis, que dans des gros événements à 1000, 2000 personnes. Honnêtement, puis, tu sais, une autre anecdote, puis j'ai un autre tournage avant, mais une anecdote, j'ai fait la même comparaison. J'étais à un événement, 1000 entrepreneurs. L'affaire, c'est qu'il y a tellement de monde que tu as la misère même à interagir. Puis juste après ça, j'étais allé à un autre événement où est-ce que c'est beaucoup plus réservé, privé. Il y avait à peu près une douzaine de personnes. Mais là, quand je commence à poser des questions, qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi tous des titres. La qualité à un autre niveau. Fait honnêtement, j'aime mieux être où est-ce qu'on a des petits groupes, où est-ce qu'on peut vraiment se parler, ou est-ce qu'il n'y a pas comme cette barrière-là où juste 10 000 personnes qui essaient juste de t'aborder. Tu sais, c'est dur. Un peu comme le club privé d'Avego. Je ne sais pas si tu connais Avego, là, tu sais. Oui, je connais. Moi, je fais partie du club privé, puis les gens que je rencontre, je vais dans des événements où est-ce que je connais personne, je commence à parler vite, puis les gens avec qui je connecte sans même les connaître, c'est des gens, en règle générale, qui sont dans Avego. Le mindset est tellement similaire, la compréhension du type de business est tellement dans la même direction. C'est all the way. Puis, les événements Avego, tout est privé, c'est des petits groupes triés sur le volet de gens d'une qualité exceptionnelle. Allez acheter une pizza chez Salvatore. Non seulement elle est bonne, mais si vous utilisez le code promo YSP, vous allez recevoir 10% de rabais sur vos prochaines commandes en tant que vous le faites en ligne. Encourager Salvatore, c'est encourager le podcast. Donc, merci à nos collaborateurs, à nos partenaires, à tous ceux qui nous écoutent. Let's go. J'ai rien vu de comparable nulle part sur le marché. Intéressant, mais gars, je connais très bien Avego. J'ai fait de la collaboration avec Olivier dans son projet. Puis ça, c'était dans le début de la pandémie. Fait que oui, tu sais, exactement, tu sais, je comprends l'importance de ces petits cercles-là d'entourer des gens qui pensent pareil. Puis encore là, c'est pas une question de quantité, mais juste la qualité. Genre 5 personnes qui sont à leur pic
performance, c'est mieux que genre 50 personnes qui sont juste dans une médiocrité, on peut dire à un certain point. Là, mais bon. Fait que tu es un investisseur. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Dans le modèle comme on est là présentement, à peu près 3 ans. En fait, c'est pas vrai. Il est arrivé des événements importants il y a 3 ans, puis ça fait peut-être 1 an et demi, mettons, qu'on est vraiment en investissement un peu. OK. Puis avant, admettons, ces 3 ans-là, donc la compagnie Famille Guibault, ça a commencé quand officiellement? Il y a 3 ans ou c'était déjà établi? En fait, en 2021, on a incorporé une de nos business qui s'appelle le Groupe Poly, qui est 2020-2021, on a incorporé le Groupe Poly, qui est une de nos sociétés de portefeuille qu'on a créées pour nous autres. Et quand j'ai fait des moves significatifs dans mes business, on a choisi de dire qu'on allait se rebrander plus vers le type Family Office que Private Equity. Fait qu'on a décidé d'aller plus vers la famille Guilbeault que Groupe Poly. OK. C'est la même compagnie au final. Juste un branding différent. Oui, exactement. En fait, la différence entre un private equity et un family office, c'est beaucoup l'intention en arrière de transfert de générationnel versus juste la création d'actifs court terme. Comme on est plus dans une optique de transfert générationnel, on aimait mieux aller vers le modèle family office. Mais tu sais quoi, quand j'ai vu le nom de l'entreprise, Famille Guibault, déjà là, j'ai senti ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus fermé, très familial, même exclusif, parce que tu ne fais pas rentrer n'importe qui dans ta famille. Puis, je pouvais me donner genre une idée de c'est quoi ça représentait comme modèle, tu sais, vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir. C'est un patrimoine, dans le fond, là. Mm-hmm. Donc, OK, fait que 2000, est-ce que la pandémie a été un élément déclencheur dans tous ces événements-là ou ça a juste tombé que c'était le timing? Bon, en fait, tu sais, moi, quand j'ai pris ma retraite, c'était après la pandémie, fait que non. T'as pris ta retraite, hein? Ouais. À quel âge? 32. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ta retraite à 32? Plein d'éléments, là, mais en fait, il y a 3 éléments principaux qui m'ont apporté vers ça. La première, tu sais, j'avais un petit peu en bas de 100 portes à l'époque, puis j'étais au Costco, puis pendant que j'étais au Costco, à un moment donné, il y a une locataire qui arrive puis qui se met à me crier après parce que je m'achète du steak puis qu'elle, elle n'a pas d'argent, puis ça, ben c'est de ma faute parce qu'elle n'a pas d'argent. Fait que j'ai décidé que j'étais juste pas confortable avec ça, fait que j'ai vendu mes portes. Ça, c'est la première affaire. J'ai vendu dans les mois qui ont suivi, mais j'avais une business en services financiers quand même assez avancée où on faisait de la gestion de portefeuille pour d'autres mondes. On a vendu tout ça quand j'ai lu le livre Money Master the Game de Tony Robbins. Puis en faisant la lecture de ce livre-là, j'ai compris à quel point est-ce que le monde des fonds mutuels, des fonds distincts, du trading de valeurs mobilières n'était pas aligné sur les intérêts du client. Quand j'ai compris ça, j'étais juste plus confortable dans cette industrie-là. Fait que j'ai tout vendu. Avec l'argent que j'avais fait en vendant mes immeubles, j'étais déjà correct pour prendre ma retraite pour le restant de mes jours. Ah, intéressant, tu sais, vraiment, tu sais, parce que tout ce que tu viens de dire en ce moment, ce que je ressens, ce que je dégage dans le fond, c'est que tu as des valeurs qui sont assez fortes. Tu vas avoir des convictions justement pour peut-être vendre tout ça puis t'en aller d'une autre direction. Contrairement à du monde que, tu sais, en ce moment, on est à cause des médias sociaux, dans un monde très matérialiste. Tout le monde veut la grosse voiture, les gros bijoux, le tout. On veut tout gros. Je vais me permettre une anecdote sur ce sujet-là. Vas-y. Quand j'habitais encore à Drummond, mes fils, moi j'ai 4 enfants, puis mes fils étaient à un collège privé. À un moment donné, je suis arrivé à l'école de mes enfants, puis j'ai entendu mon fils le plus vieux dire à ses amis: « Ah ben c'est ça, moi j'habite sur le bord de l'eau, puis j'ai une grosse maison, puis pas toi, fait que mon père est plus riche que le tien, puis moi mon père a des Porsche, puis pas toi, fait que mon père est plus riche que le tien, fait que je suis plus important que toi. » Tu sais, moi j'ai grandi dans des HLM, j'ai fouillé des poubelles pour manger quand j'étais jeune, tu sais, je pars de rien. Fait que d'entendre mes enfants dire ça, ça m'a complètement détruit. Fait que tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma maison sur le bord de l'eau. Juste pour donner une idée, là, c'est 90 000 pieds carrés de terrain sur le bord d'une rivière. C'est 4 700 pieds carrés de maison, plus le garage et le sous-sol, 5 salles de bain, 3 salons, 7 chambres. Tu sais, un petit shack, là. Mm-hmm. Fait qu'on a vendu tout ça. J'ai vendu mes Porsche. J'ai vendu mon Escalade. Puis je me suis acheté un petit bungalow à Saint-Hilaire qui est plus petit
que le garage que j'avais dans l'ancienne maison, qui est une maison très, très, très classe moyenne du monde normal, là, pour ramener mes enfants sur le plancher des vaches. Wow. Fait que quand tu parles d'être aligné sur ses valeurs et ses convictions, je pense que oui. Si vous êtes un investisseur, vous êtes intéressé par l'argent, vous êtes intéressé à bien paraître, moi, je ne vous dis pas d'aller chez Middleman, mais les vestons vont vous donner une apparence impressionnante que la première impression va vraiment frapper les personnes qui vont venir parler avec vous. Allez chez Middleman au 8815 Avenue du Parc sur la suite 201. Vous leur dites que vous êtes venu, vous avez écouté Yellow Sea Podcast pour cette raison-là. Vous allez chez Middleman. Encourager Middleman, c'est encourager le podcast. Donc, restons. Donc, continuons. Donc, poursuivons cet épisode avec Alexandre. Merci, guys. C'est puissant. OK. Regarde, je pense qu'on va même aller encore plus loin parce que là, j'aime ça découvrir les gens. Parce que qui est une personne aujourd'hui est beaucoup un reflet de qui tu étais dans le passé. Fait que je suis toujours genre cette curiosité de voir quels ont été les éléments, qu'est-ce qui s'est passé vraiment quand tu étais plus jeune qui font en sorte que tu as un mindset d'une certaine façon. Fait que tu mentionnais vraiment que tu as grandi, on va dire quoi, dans le seuil de la pauvreté, il y a de la misère, les parents. Est-ce que tu avais des parents qui étaient ambitieux, motivés? J'aime bien utiliser l'expression « pire et pas mieux ». Oh, OK. Mes parents avaient non seulement pas d'ambition, mais aucune valeur liée au travail. Fait que, ma mère passe sa vie encore aujourd'hui de travaille pas à des jobs un peu bizarres. Puis mon père biologique, j'ai pas de contact avec lui. Le seul temps où il m'appelle, c'est 2 fois par année me demander quelque chose. Fait que, j'ai pas de relation avec mes parents, ou à peu près pas. Je les en veux pas, je suis pas en colère après personne, mais c'est pas eux autres qui m'ont donné la drive que j'ai aujourd'hui. C'est juste, quand j'étais plus jeune, un jour, j'ai fait le constat qu'il existait d'autres réalités que la mienne. Qu'il y avait des gens que je connaissais, même dans les quartiers défavorisés, qui se faisaient pas battre, qui se faisaient pas humilier, puis qui n'avaient pas de problème alimentaire, qui avaient la capacité de manger 3 repas par jour à tous les jours. Puis que moi, j'avais pas ça. Fait que je regardais même pas la réalité des millionnaires à Hollywood, je regardais juste le monde autour de moi qui était quand même proche. C'est pas tout le monde qui vivait le même genre de détresse que je vivais. Fait que moi, je me suis dit, à ce moment-là, je mérite mieux que ce que j'ai. As-tu eu genre un modèle, une inspiration, quelqu'un pendant que tu grandissais au secondaire, on va dire, qui assez souvent, il va y avoir des hommes sages qui tombent dans nos environnements, qui voient un potentiel en nous. Je sais pas si toi, t'en as un. Moi, j'en ai un aussi, que quelqu'un, tu sais, que c'est pas de la famille, c'est juste quelqu'un externe, mais qui te ouvre une porte. Pas nécessairement une porte genre, OK, si tu vas cette direction-là, tu vas devenir une meilleure personne, mais une porte genre peut-être même philosophique. Il y a 3 personnes que je serais capable de nommer là-dessus. La première, elle s'appelle Joanne. C'est la mère d'un de mes voisins quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, Joanne, elle m'a dit, « Écoute, Alex, tu as la capacité de réussir tout ce que tu veux dans la vie. Tu es assez intelligent pour ça. » Puis ça m'a resté dans le fond de mon esprit de me dire, il existe donc pour moi la possibilité de faire quelque chose. La deuxième, quand mes parents sont séparés, après plusieurs relations houleuses, ma mère s'est refaite un conjoint qui était vraiment une bonne personne, qui m'a donné les fondements et les valeurs de qu'est-ce que c'est d'être un homme, qu'est-ce que c'est d'être une bonne personne, c'est quoi le fait d'avoir des responsabilités. Fait que ça a été une très, très grosse base dans ma vie de me dire, bon, ben, il existe une base de valeurs communes sur lesquelles je peux m'appuyer, comme l'honnêteté, le respect de moi-même, le respect des autres, les grosses bases, mais que je n'avais pas appris. Et la dernière, c'est mon parrain qui, malgré son lot de difficultés personnelles, est vraiment une bonne personne qui m'a montré que tu étais capable d'être une personne de conviction, mais une personne de cœur pareil. Puis tu avais moyen de dire que même dans la tristesse, il y avait possibilité d'être heureux. Fait que c'est tous des moments de ma vie qui m'ont permis de voir qu'il y avait d'autres options puis d'autres alternatives pour aller plus loin. Intéressant. Puis, comme je te dis, je trouve que
quand on grandit, on les voit pas. C'est juste peut-être après qu'on réalise que certaines personnes font juste une petite chose, comme qui change complètement la façon de voir les choses. Puis je te partage une anecdote moi-même. Ça, c'est un peu ironique parce qu'au secondaire, j'ai eu un directeur qui m'a complètement dit que tu allais devenir rien. Puis, drôlement, ça a été un des plus gros motivateurs. J'ai tellement été frustré et fâché contre lui qu'on me dise que tu n'allais rien devenir que c'est devenu même une mission de vouloir devenir quelqu'un. Puis, admettons, pendant 10 ans, j'avais cette... Je peux pas dire une haine, mais j'avais genre vraiment... Une hargne. Ouais, envers... Puis je me suis toujours questionné, le jour que je le revois, qu'est-ce que je lui fais? Un jour, j'étais avec ma famille, on s'en va au resto, et je le vois, il était avec sa famille. Et je me suis promis que si je le revoyais à cause de ces mots très négatifs, j'allais faire quelque chose. Mais là, à ce moment-là, je terminais l'université. Puis c'est à cause de lui aussi que ça m'a mené à l'université. Puis sur le moment, je suis comme, tu sais quoi, non. Je fais la paix, tu sais. Je fais une paix, genre. Ouais. Puis c'est juste de drôle, tu sais, vraiment d'entendre, genre, ça. Tu sais, tu te questionnes. Parce qu'au début, tu te dis, pourquoi il est méchant, tu sais, pourquoi. Tu sais, j'en parlais il y a quelques semaines dans une conférence que je donnais à Québec. Où est-ce que j'expliquais que dans ton mindset, il y a des moments où est-ce que tu es prêt à recevoir de l'information, puis des fois où est-ce que tu n'es pas prêt, puis que ça va se faire plus tard. Moi, par exemple, je connais-tu Sean Turcotte? Ça me dit quoi, ouais? Sean Turcotte, qui est le président d'OVC Assurance, qui est, à mon avis, Oui, une des personnes les plus bien inspirantes que je connais. Sean, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a challengé sur où est-ce que j'étais rendu dans la vie parce que tous les gens que j'avais autour de moi qui m'avaient aidé à devenir quelqu'un de meilleur que j'étais, c'est toutes des personnes qui étaient des employés puis qui travaillaient sur un mindset et un focus d'être des employés. Sean, ça a été la première personne à me dire de travailler sur mon mindset en tant qu'entrepreneur puis d'essayer d'être mieux que où est-ce que j'étais. Puis au moment où il m'a donné ce message-là, j'avais 18 ans puis j'étais pas prêt à l'entendre. Ça a pris à peu près 5 ans avant que je réalise la portée de ces mots et de ces commentaires. Puis depuis, on se voit une fois par 2-3 ans pour... Il me redonne un coup de pied dans le derrière sur des idées, des mindsets, puis il m'aide à évoluer. Cette personne-là, c'est une fusée du mindset, là. C'est juste incroyable. Fait que c'est honnêtement une des personnes qui a fait le plus de différence parce que il est arrivé au mauvais moment, mais il est revenu au bon moment pour taper sur le clou puis être sûr que ça rentre à la bonne place dans mon mindset. Fait que, tu sais, par exemple, ton directeur que tu parles, je pense pas que quand il t'a dit ça, il l'a dit avec de la méchanceté ou de la hargne. Je pense plus que j'essaie d'envie de voir du positif. Là, fait que peut-être que lui, dans son optique, il s'était dit ce jeune-là, si je vais le voir, puis je dis let's go, t'es capable, améliore-toi, j'ai pas d'impact. Fait que si je le provoque, peut-être que je vais être capable d'aller chercher un meilleur résultat en faisant ça. Je n'étais pas là, je ne connais pas la situation, je ne connais pas le contexte, mais j'aime me dire que la personne n'était pas volontairement méchante ou déplacée, peut-être maladroite, ou au final excessivement à droite si on regarde le résultat que tu as aujourd'hui. Puis quand j'étais beaucoup plus mature, je me suis re-questionné c'était quoi son motif derrière ce commentaire-là. Parce qu'au début, quand tu es à 18 ans, tu sais, tout est contre toi, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est comme, c'est sa façon, tu sais, peut-être justement, comme tu viens de le dire, de genre peut-être pousser la personne à aller dans un côté obscur, mais de reconnaître que tu es plus de ce que tu es en train de passer. Puis quand je l'ai revu, c'est drôle la paix que j'avais avec moi-même. Je suis pas fâché contre lui. Parce que ça m'a tellement donné un coup de pied sur le cul de vouloir terminer l'école puis aller beaucoup plus loin. Tu peux juste le remercier rendu là. Ouais. C'est étrange comment les choses fonctionnent. Fait comment tu t'es lancé en immobilier? À 23 ans, j'ai fait mes premières acquisitions. Tu sais, je commençais dans la vie, je commençais à avoir un peu d'argent, puis
Je commençais à travailler en finance, mes affaires allaient quand même bien. Puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Michel, qui était mon propriétaire. Puis Michel m'a expliqué, il dit, faut remettre le personnage comme il est, là. Michel n'a pas fini son primaire. Il est probablement pas capable d'écrire 4 mots sans faire 6 fautes. Une personne très gentille, mais limitée dans ses capacités. Mais Michel, aujourd'hui, vaut plus que 20 millions. Puis il part de rien. Fait qu'à un moment donné, j'avais une conversation avec lui qui était mon propriétaire. Puis j'ai demandé, comment toi, tu t'es rendu à être propriétaire de des blocs de même? Ça, c'était des 16 logements à l'époque. Je l'ai rencontré parce qu'il venait d'en acheter 3. Comment tu as fait ça? T'sais? Moi, j'avais pas de maison, j'avais pas d'actifs. Je commençais dans la vie, je commençais à gagner ma vie. Puis il m'a dit, Alex, c'est pas compliqué. Il dit, moi, j'ai acheté des portes. J'ai fait attention à mes portes. Puis quand il y avait assez d'argent dedans, je n'ai racheté d'autres. Puis après ça, je me suis associé avec du monde pour en racheter des plus grosses puis des plus grosses. Quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, mais écoute, si lui, qui a peu ou pas de connaissances financières, qui a peu ou pas de capacité d'envie, est capable de bâtir ça, je suis capable de faire vraiment mieux que lui. Je suis capable de bâtir de quoi d'exceptionnel. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'acquisition en immobilier. C'est intéressant. Ce type de profil-là, comme Michel, ça me fait penser un peu à Ray Jr. Tout le monde le connaît. Tu connais un peu son histoire? Non. Est-ce que tu connais Ray Jr.? Je sais c'est qui. J'ai un meeting avec lui justement la semaine prochaine avec la conférence sur la semaine de l'immobilier avec MREX. Ah ben super. Ben justement, tu diras ça de ma part. Mais lui, son histoire, c'est justement, c'est pas un gars qui était orienté vers l'école. Son père était mécanicien. Fait qu'il a commencé à travailler, à couper du gazon. Puis je pense à 18 ans, il a acheté son premier gros camion, full price, puis tout, là. Puis il a juste grossi une des plus grosses compagnies de paysagement de Laval. Puis aujourd'hui, c'est un développeur immobilier là, comme qui domine Mirabel. Mais encore là, ça revient à ce genre de type de profil-là où est-ce qu'il y a pas nécessairement l'éducation académique comme background, mais il y a une compréhension de c'est quoi les relations d'affaires et la gestion d'argent. Puis justement, ce genre de personnage-là, on dirait qu'ils savent connecter les bonnes pièces. Ils savent vraiment comment faire de l'argent, mais sans nécessairement que ça soit écrit quelque part. Il y a juste un flair qui vient avec. Mm-hmm. Dans ton cas, tu trouves-tu que tu as développé ce flair-là aussi, suivant, mettons, ce genre de discussion-là avec ton propriétaire? Ça a pris du temps. Je suis allé faire plein de formations, je me suis développé, j'ai appris beaucoup. C'est ce qui m'a permis vraiment de développer un flair beaucoup plus aiguisé aujourd'hui que quand j'ai commencé. Mais sur ce concept-là, à mon avis personnel, la plus petite des actions a plus d'impact que la plus grande des intentions. Puis une des choses que j'ai faites qui a fait la différence énorme dans mon succès, c'est le fait de se mettre en action. Si tu te donnes un objectif en disant « Je veux être millionnaire à 25 ans, je veux valoir 10 millions, 20 millions, 100 millions, peu importe. » Ben, il faut que tu sois capable de dire « Je vais me faire un chemin pour me rendre, je vais prendre le temps de le décortiquer, puis une fois que je vais avoir bien décortiqué puis compris comment je vais me rendre, je vais faire un pas à tous les jours dans cette direction-là. » Puis la vitesse, puis la grandeur, puis l'impact des actions que tu vas devoir faire va être proportionnel à la grandeur de ton objectif. Mais il ne faut pas négliger un détail. Là. Si tu donnes un objectif qui est réaliste, quantifiable, puis que tu te mets en action dessus, fais attention parce que ça va arriver. Tu sais, Michael Phelps, tu sais qui Michael Phelps? Michael Phelps, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais c'est la personne qui a gagné le plus de médailles olympiques de l'histoire des Jeux olympiques. C'est incroyable. Il n'est même pas proche du deuxième. Là. Fait on a demandé en entrevue à Michael Phelps, pas moi, là, mais les gens demandaient à Michael Phelps en entrevue qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était capable de se rendre là. Et lui de répondre, je me suis donné l'objectif et je me suis entraîné tous les jours pendant 7 ans. Fait que là, la personne a dit, ben là, il y en a d'autres qui se sont entraînés pendant 7 ans. Et lui de répondre, non, t'as pas compris. Tous les jours. Pas de Noël, pas d'anniversaire, pas de jour de l'an, pas de party, pas rien. Tous les jours. Moi, quand j'ai bâti mon estate que j'ai aujourd'hui, pendant 10 ans,
c'est pas vrai. Pendant 8 ans, j'ai travaillé 100 heures par semaine. Pas été présent 100 heures par semaine. Travailler 100 heures par semaine. Arriver au bureau à 5 heures du matin, entre 4 et 5 heures le matin, repartir vers 10, 11 heures le soir, tous les jours. Fait que c'est facile de regarder Alex aujourd'hui en disant Alex, c'est le fun, là, il y a des gros chars, il y a de l'argent, il se promène, ça va bien, ses affaires, il y a plein de business, il y a plein de blocs. Alex, il l'a grindé, ce qu'il y a. Mais tout ce que j'ai aujourd'hui, là, tout, ça s'est acquis juste en 12 ans. Moi, j'ai 35 ans, là, j'ai pas 70. Là. Il me reste encore 30, 35 ans en avant de moi, ce que je peux être productif. T'es jeune encore, là. Mais pour n'importe qui écoute en ce moment, c'est possible d'avoir une valeur de plus de 50 millions en dedans de 10 ans. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que ça allait être donné. J'ai pas dit qu'il allait pas falloir que tu travailles. J'ai dit que c'est possible. Il va falloir que tu travailles très fort tous les jours. À quelle période de ta vie, ce message-là, tu te l'es dit, ou est-ce qu'à partir de maintenant, je commence mon parcours tous les jours? Jamais. Ma réflexion a été plus tôt que ça. Tu sais, j'avais 13-14 ans, je travaillais dans une ferme, puis j'ai fait un calcul mathématique qui m'a fait comprendre bien des affaires. Si tu gagnes 10 piastres de l'heure et que tu travailles 40 heures par semaine, tu vas faire 400 piastres. Si tu veux gagner 1000 piastres, tu as juste à faire 100 heures. C'est pas un calcul mathématique qui est compliqué. Puis moi, je me suis dit, je vais être le gars qui va être capable de grinder pour avoir ce qu'il veut. Grosso modo, là, ça a été quand j'ai eu 24 ans que j'ai eu une conversation avec un de mes directeurs des ventes dans le temps que je travaillais en finance qui m'a dit « Alex, tu peux pas travailler plus. Arrête d'essayer de travailler plus. Humainement, c'est pas possible. Il y a 168 heures dans une semaine, puis je vois pas comment tu pourrais impacter de plus pour travailler. Arrête de travailler plus, puis travaille mieux. » Moi, j'ai fait un petit loophole dans ce qu'il dit. J'ai pas compris le bout « arrête de travailler plus », mais j'ai crissement compris « travaille mieux ». Fait que quand tu te mets à travailler 100 heures par semaine, intelligemment puis efficacement, et Chris, là, on jase, là. C'est intéressant. OK. Fait que, quel conseil tu pourrais dire maintenant? Tu parles à Alexandre à 22 ans et tu essaies de lui expliquer cette notion-là, par où il commence? C'est une bonne question. Je vais passer à côté de ta question, mais je vais t'expliquer ma vision. Je peux pas me donner un conseil à moi-même à 22 ans parce que je suis excessivement heureux de où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Je suis marié, j'ai 4 enfants, puis il n'y a rien que je changerais dans mon parcours, ni le bien, ni le mal. Mais ce que je dirais à n'importe qui commence dans la vie, qu'il ait 18 ans, 20 ans, 40 ans ou 50 ans, 72 ans, trouve-toi des partenaires solides, entoure-toi des bonnes personnes. Et si tu commences vraiment dans la vie, commence par t'acheter des Plex. C'est l'actif le plus simple à gérer, le mieux structuré, puis c'est facile à donner en gestion à quelqu'un d'autre au pire qui va l'opérer à ta place. Et tu vas être capable de te créer de la valeur puis un patrimoine pour le futur. Fait que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence, là, commence en te faisant comme un portefeuille d'investissement. Crée-toi une base solide de revenus fixes puis de guaranteed assets avant de commencer à regarder pour t'acheter des titres à risque ou des actions qui sont hyper volatiles. Fait que fonctionne par étapes, crée-toi un plan de match. Puis quand tu vas avoir assez de revenus fixes puis de free cash flow, commence après ça à regarder pour t'acheter des business qui, eux autres, vont générer plus de cash flow, qui va te permettre d'utiliser l'excess cash flow pour racheter plus d'immeubles et plus de business. Et ainsi de suite. Fait que ta stratégie irait, commence avec le Plex, bâtit son équité dessus. Quand tu es plus libre, là, tu t'en vas t'acheter une business qui va générer un profit. Puis, admettons, le profit, tu vas le remettre pour un autre Plex, puis juste dupliquer le modèle. En fait, tu sais,
Moi, je recommande à tout le monde d'essayer de trouver une solution pour sortir du rat race le plus vite possible. Ouais, 100%. Pour être capable de sortir du rat race, l'immobilier est un des meilleurs outils que tu es capable d'utiliser pour ça. Fait que si pour toi, sortir du rat race, c'est de dire ça me prend 10 000 $ par mois, puis qu'à toutes les fois que tu t'achètes un Plex, tu te génères 100 $ par porte d'excess cash flow, ben ça te prend 100 portes. Quand tu vas avoir 100 portes, tu vas générer 10 000 $ par mois d'excess cash flow. Fait que tu vas être capable pour dire que tu payes l'entièreté de tes frais de vie sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que tu n'as plus besoin de travailler. Tu tombes automatiquement indépendant de fortune. Il y a une grosse différence, puis c'est le bout souvent que les jeunes comprennent moins ou qu'il est moins enseigné entre l'indépendance de fortune et la richesse. Puis l'indépendance de fortune est beaucoup plus importante que la richesse. Parce que si tu dis, mettons, moi, mon coût de vie, c'est 10 000 par mois, quand tu te ramasses avec 10 000 par mois de revenus passifs, tu es indépendant de fortune, mais tu n'es pas nécessairement riche. Tu as exactement le même train de vie sans l'obligation de travailler. Fait que si tu me donnes le choix à moi en me dire, Alex, qu'est-ce que tu aimes mieux entre 10 000 $ par mois et 1 million dans ton compte de banque? La réponse pour moi va être l'argent dans mon compte de banque parce que je suis capable de la faire fructifier puis exploser. Mais la réponse pour la majorité des gens qui débutent devrait être le revenu récurrent. Moi, je l'ai déjà bâti, mon Streamline. Non, c'est une belle notion parce que aussi, tu sais, même dans ma business, quand j'ai réussi à trouver un modèle qui permettait de facturer puis avoir du récurrent sans que je fasse rien d'autre de plus, puis ça rentrait, puis tout était là, tout le monde est content, ça crée une nouvelle dynamique des choses parce que là, tu peux mettre plus de temps à peut-être comment je duplique le modèle, comment je vais en chercher plus. Mm-hmm. Pendant que tu sais déjà que tu dors bien parce que tu as un seuil qui va rentrer minimalement. Mm-hmm. Fait que tu as atteint jusqu'à 100 portes. Là, j'allais sur des clichés juste pour comprendre un peu. Qu'est-ce qui a été le plus dur à atteindre de une porte à 100 portes dans ce parcours-là? Mon acquisition la plus dure a été la première. Quelles ont été les difficultés derrière ça? Toutes. Je connaissais fuck all. Je connaissais rien, je n'étais pas accompagné. J'ai juste foncé tête baissée en me disant « Let's go, il faut qu'on y aille ». Ça a été l'acquisition la plus difficile, mais aussi la plus formatrice. Tu as fait beaucoup d'erreurs? Oui, j'ai fait juste ça, des erreurs. OK, regarde, là, allons à ce sujet-là. C'est quelque chose que j'avais une discussion dernièrement avec quelqu'un. Vois-tu plus de valeur à te lancer justement à faire ton acquisition, apprendre toutes tes erreurs et avoir cette richesse-là où est-ce que maintenant je connais le blueprint, ou tu dirais vas-y plus safe, peut-être investir en ayant peut-être une formation vraiment qui va donner tout le knowledge, puis après, au moins, tu vas savoir comment te diriger. Quel parcours irais-tu plus? Te former, puis après te lancer, ou juste te lancer, puis apprendre? Pour moi, je suis quelqu'un de très kinesthésique. J'apprends beaucoup en faisant les choses. Fait que pour moi, la bonne réponse, c'était de me lancer puis d'avancer. Mais pour énormément de gens que je connais, cette façon-là d'avancer les paralyse. Ils ne sont pas capables, tu sais, dans le flight or fight response, ils n'ont pas ça en dedans d'eux de dire je vais défoncer des portes jusqu'à temps que j'aille ce que je veux. Ils voient juste tous les enjeux comme étant des montagnes puis ça leur rentre dedans. Eux, les gens qui ont un côté beaucoup plus cartésien, plus analytique, moins fonceur, je vais leur recommander plus de dire va dans une place, mettons, comme le MREX College, où tu vas être capable d'aller chercher la formation d'une qualité exceptionnelle qui va te permettre de t'élever et de bâtir tes connaissances. Fait que je pense que les deux ont du positif. Moi, si je regarde, si j'avais commencé en faisant la formation de MREX, j'aurais été vraiment plus loin. C'est fou ça, parce que... Puis c'est là que je suis beaucoup comme toi. Je prends cette business-là de création de contenu, tu sais, vraiment de médias. Je sais rien. Moi, je savais rien de ça.
Je me suis juste lancé parce que j'ai décidé de faire un podcast, puis je l'ai pris au sérieux, puis après j'ai investi sur l'équipement, puis là, après ça, on a loué, puis tout plein de choses qui a suivi pour se rendre maintenant dans une business, que, OK, ça roule, puis whatever. Mais j'ai appris énormément dans ce parcours-là, mais tu sais, je me suis pas comme instruit là, avant même de me lancer. Ça a été juste un flair de me lancer, puis aller découvrir tout ça. Puis aujourd'hui, je réalise beaucoup de choses. Comme... mettons, une des réalisations que j'ai faites, c'est que si je devais recommencer, peut-être que j'achèterais une business. Ça, tu vois, c'est un constat que j'ai fait. Tu sais, en 2018, quand j'ai parti ma première vraie grosse business, j'ai tout fait ça à scratch. Puis ça a été tough. Puis je me suis dit, j'en repartirai pas d'autres. Je repartirai rien, ça à scratch. Je vais acheter des affaires qui marchent déjà. Ou ce que le monde qui avait besoin de se péter les dents en chemin vont déjà se être pétés. Fait que, non, je comprends ton point. Je comprends vraiment ton point. Puis, mais ironiquement, cette compréhension-là, il faut que tu fasses la scrap. Ouais, il faut que tu te pètes les dents pour comprendre cette façon. Parce que tu dis ça à quelqu'un qui ne s'est jamais lancé, de genre 50 000 d'investissement, achète une business. Puis je trouve que, tu sais, vraiment une des raisons pourquoi beaucoup, peut-être aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat est comme glorifié, mais tu sais, en ce moment, c'est comme, oui, je veux être le fondateur, je veux être lui qui a lancé l'idée, lui qui... Il y a un ego, il y a beaucoup d'ego en ce moment en entrepreneuriat d'être celui-là. Ouais. Contrairement à, tu sais quoi, j'ai juste pris la balle où est-ce que est rendu à cause d'un parcours de quelqu'un d'autre, puis là, juste grimper. C'est juste de l'ego. Parce que si tu prends une business qui va bien puis tu la fais aller mieux, d'après moi, ça... Prends une business qui a 100 000 de BAYA puis tu l'amènes à 5 millions de BAYA, ça a pas mal plus de valeur que celui qui l'a pris de 0 à 100 000. Mm-hmm. Encore là, tu sais, c'est ma grosse... C'est mon constat de ce business-là. Je suis comme... Les gens, honnêtement, tu sais, j'encourage l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, mais j'encourage beaucoup un entrepreneuriat réaliste. Tu sais, les gens sous-estiment le travail que ça prend pour avoir du réel succès en entrepreneuriat. Plus de 90% des PME qui startent ne passent pas 5 ans. C'est pas pour rien. Là. C'est pas tous des caves, le monde qui se lance en affaires. Mais tu n'as pas juste besoin d'être intelligent pour avoir du succès en affaires. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus large que ça. Il y a une question de mindset, il y a une question de contact, de capacité, il y a une question de vente, d'être capable de bien s'entourer, de leadership, de vision. C'est énormément de choses que tu as besoin pour être capable d'avoir du succès en affaires, plus qu'une bonne idée ou un bon produit, plus que le fait de dire « je veux être entrepreneur ». Tu sais, moi, l'affaire qui me fait le plus rire dans cette optique-là, c'est les gens qui ont leur job, c'est d'être travailleur autonome. Ça, on en a tous déjà croisé, là, des gens de compagnies à paliers multiples, ou je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, là, de monde qui disent « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ils disent « moi, je suis travailleur autonome. » Ça, c'est un statut fiscal. C'est pas une job, c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est pas une business. C'est juste un statut fiscal. Moi, je te dis, moi, je suis entrepreneur et investisseur. Toi, tu es employé. Tout. Ça n'a pas rapport à ce cycle. Si tu es un ingénieur dans la vie, tu ne diras pas, moi, je suis un employé ingénieur. Tu es un ingénieur, tu sais. En tout cas, c'est... Non, je te comprends. Puis, tu sais, même moi, des fois, là, comme... Parce qu'on dirait que le terme entrepreneuriat est tellement surutilisé, comme des fois, je ne veux même plus m'associer à ce terme-là. Parce que c'est comme... C'est tellement lancé. C'est quoi que tu as fait? C'est quoi ton niveau? C'est quoi les risques que tu as pris, tes investissements? Vraiment, qu'est-ce que tu fais de plus? C'est vraiment genre... Je vais te faire une parenthèse. Là. On a racheté une business il n'y a pas si longtemps qui était 4 associés. 2 qui ont mis de l'argent, 2 qui avaient une idée puis qui voulaient être capables de mener à terme le projet. Quand on a racheté la business, il y avait 1,3 million de dettes. Ça allait pas bien. Puis, voilà, je me suis dit, je vais mettre le nez dans les chiffres parce que je vais voir un peu ce qu'il y en a. Pour me rendre compte que dans les 4 entrepreneurs, il y en a 2 qui ont mis le 1,3 million puis qui ont contracté des dettes pour avoir le 1,3 million dans le business. Puis les 2 autres se tiraient des salaires à partir de la business. Puis ils étaient là, puis ils vivaient leur best life à être des entrepreneurs en disant « je suis un entrepreneur, c'est à moi, c'est ma business », mais concrètement, ils ne faisaient pas une scène. Puis ils ont passé un compte de banque de
plusieurs centaines de milliers de dollars après les investissements pour la mise en place à moins de 20 000 $ quand on a repris la business. Mais ça, c'est des entrepreneurs. Là. On est des entrepreneurs. Mais si dans la vie, tu ne comprends pas qu'être un entrepreneur, c'est d'accepter de te faire payer en dernier, tu n'as pas compris. Là. Fait que ça, je vais prendre le temps de mettre l'emphase là-dessus. Quand tu es un entrepreneur, tu te fais payer en dernier. Fait que tu vas payer ton monde, tes fournisseurs, tes obligations, puis ce qui reste va à toi. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas, tu sais, Rich Dad Poor Dad dit « pay yourself first », puis je comprends ce qu'il veut dire. Mais si tu n'es pas capable de prendre en considération d'avoir une bonne relation avec tes partenaires, tes employés ou tes fournisseurs, tu vas te ramasser rapidement tout seul, surtout aujourd'hui. Fait qu'il faut que tu acceptes de dire que de devenir un entrepreneur, c'est pas d'avoir un job ou d'avoir un salaire. Puis, je suis d'accord sur le pay yourself first si tu le regardes dans un contexte où tu vas créer de la valeur puis que la business va générer du cash flow. Ça, j'ai pas d'enjeu avec ça. Surtout du bien-être du monde autour de toi avant de t'assurer du bien-être de tous les autres. À un moment donné, là, le monde qui se dit je suis un entrepreneur juste parce qu'ils ont payé 800$ pour starter une Inc. Ou même, il y en a bien gros qui partent même pas de Inc. Là, ils décident de dire qu'ils sont travailleurs autonomes à faire n'importe quoi, puis ils partent avec le principe que juste à cause de ça, ils ont le droit de se proclamer entrepreneur. Je suis pas d'accord, là. Je suis tout à fait d'accord avec tous tes arguments. C'est quelque chose que je vois, genre, c'est flagrant, comment c'est. Justement, moi, rendu là, ça devient juste un rôle. C'est un mindset, genre, se lancer, avoir ce choix de carrière-là. C'est plus que juste une glorification, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, un quote, je pourrais dire, que j'ai vu qui résume quand même très bien aussi c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est que quand l'entreprise va bien, on félicite l'équipe, et quand l'entreprise va mal, on pointe le doigt au leader. Ouais. Puis comme tu dis, tu es le dernier à être payé. Ouais. C'est toi qui as toute la marque qui vient avec, tous les problèmes. Tous les risques, c'est toi qui es au bat, c'est toi qui vas mettre ta maison en garantie sur des prêts. C'est toi que si jamais il y a quelqu'un qui a un problème, ben c'est toi qu'il faut qu'il paye. C'est toi qu'il faut qu'il rentre si jamais ton staff décide qu'il ne rentre pas un mardi après-midi. T'sais. Non. Ouais, je sais. On aime bien l'expression « master of everything else ». Fait que, tout ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le business qui s'occupe de le faire, ça tombe la responsabilité de l'entrepreneur. Non, exactement. Comme dernièrement, il y avait quelqu'un, il a fallu que je mette dehors, mais il voulait se glorifier le gros titre, mais il ne voulait pas passer la mop. Pour lui, c'était hors de ça, c'est son titre. Ouais, j'ai eu cet enjeu-là avec un avocat dans un de mes bureaux qui ne voulait pas laver ses tasses. Il dit ouais, moi, je suis avocat dans la vie, c'est pas moi qui lave mes tasses, c'est mes adjointes. Je l'ai regardé, je dis écoute, là, en ce moment, pendant le COVID, justement, en ce moment, il n'y en a pas d'adjointe au bureau. Et tu vas laver tes crises de tasses parce que moi, ici, je suis le CEO. C'est moi ici qui ai mis mes couilles sur la table pour tous les prêts. C'est moi qui ai bâti la business puis qui a fait rentrer l'argent. Puis je les lave, mes crises de tasses. Fait que si moi, je te dis de laver tes tasses, tu vas laver ta tasse. Puis si je te dis en plus de laver la mienne, tu vas fermer ta gueule puis tu vas laver la mienne. That's it. That's fucking it. Honnêtement, à un moment donné, comme je te dis, ça devient juste flagrant, cette mentalité-là de qui tu es, qu'est-ce que tu as amené à la table. Là, parce que, étais-tu là quand j'étais en train de saigner? Mon hémorragie, là. Genre, je te voyais pas là, genre, pendant que, je suis en train de... Première année et demie en affaires, je me suis pas versé de salaire. Pas une scène. Rien. T'sais, tout ce qui rentrait dans le compte ressortait pour les biens de la business. Responsabilité. Fait que, on était, moi et ma femme, à vivre sur son salaire à elle, à faire attention à tout, à faire attention à l'épicerie, à ne pas prendre de vacances, à ne pas faire de sorties, à limiter notre déplacement pour ne pas payer du gaz pour rien d'autre que le déplacement pour faire de la business. Rien. Je comprends. 1 an et demi. J'ai acheté une voiture électrique juste acheté. J'ai loué une voiture électrique juste pour arrêter de payer du gaz. C'est trop de déplacement. Je suis comme, yo, tu check le bill. Je suis comme, Chris, tu check le prix de l'essence. Ça devient juste ridicule, mais justement, je te comprends à ces points-là. Puis, un point super important, tu parlais de ta femme. Comment est ton support moral à la maison, avoir une partenaire? En fait, moi, Marc-Claude, c'est pas ma copine ou une blonde, c'est mon épouse. On est mariés, on a 4 enfants, puis
Marc-Claude est mon associé puis ma partenaire dans tout. Fait que, tu sais, elle est propriétaire de 50% de tout ce que j'ai. That's it. Okay. Non seulement parce qu'on a des tâches et des rôles qui sont différents, mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, elle est de plus en plus impliquée réellement dans le day-to-day à faire vraiment la différence. Mais c'est aussi la seule personne que je connais que je peux dire que nos intérêts financiers sont 100% alignés. Il n'y a personne d'autre que je connais qui peut avoir plus les mêmes intérêts financiers que moi. C'est bien parce que... Puis ça, c'est drôle parce que j'ai fait un autre tournage puis on a eu la même notion. Tu sais, l'entrepreneur, il a investi des millions sur son idée, son projet. Puis il a mentionné le support de sa femme qui était là comme « Bébé, on s'en va jusqu'à la fin, on va le faire. » Si c'était pas de ma femme, j'aurais pas la moitié de ce que j'ai. Honnêtement, moi, je pense à la même chose parce que ma femme, c'est Marie-Claude aussi. Ah, tu vois? C'est les meilleurs. MC. Les MC de ce monde, ils ont une personnalité, mais ils ont de la drive, justement, tu sais, vraiment de nous amener à des places. Mais je trouve que c'est encore là, c'est super. C'est redondant que je vais te dire contrairement à l'autre épisode, mais c'est super important, tu sais, d'avoir cette fondation-là pour, tu sais, des hommes qui vont avoir on a des visions, on a du grind. Je pense pas que elle m'a interdit de me lancer dans ce business-là parce qu'elle voyait les risques, elle voyait vraiment qu'est-ce que ça peut amener, vraiment même à un couple. Mais elle le supportait quand même. Là, comment on va le faire réaliser? C'est pas évident, mais puis quand tu commences à ramener des résultats, là, elle commence à comprendre, OK, je vois la vision. Tu vois, quand je parlais avec Marc-Claude, on avait plusieurs discussions sur les risques auxquels on allait s'exposer, puis la façon qu'on allait prendre nos décisions. Tu sais, regarde, hier soir, j'étais chez nous, puis j'ai expliqué à Marc-Claude que pour un projet, j'allais proposer à un partenaire, dans le fond, un chèque de 80 000 $ pour une patente. Là. Puis, mais avant de faire le chèque, j'ai été la voir, j'ai dit, Marc-Claude, je voudrais proposer à cette personne-là cette entente-là. Ça va nous coûter 80 000. Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste un astique de base de respect. Je ne pose pas la question. Tu sais, je suis allé dîner tantôt avant de m'en venir. Je ne l'ai pas appelé pour lui demander « Hey, mon amour, peux-tu me permettre d'aller manger un burger et une frite? » là? Ouais. Mais selon nos barèmes dans notre situation financière, si on dépense plus que 1000 $, on devrait s'en parler. Pas que 1000 $, ça a tant que ça une incidence pour nous autres, mais c'est la ligne qu'on a tracée dans le sable en 2015, on ne l'a jamais rechangé. Fait que si elle dépense plus que 1000 $, elle m'en parle, puis si je dépense plus que 1000 $, j'y en parle. C'est juste une règle du pouce de bon respect mutuel. C'est pas moi qui ai le droit de décider ou elle qui a le droit de décider, plus que, tu sais, être capable d'avoir une relation de couple qui est saine, ça implique d'avoir des discussions et une communication qui est saine. C'est là est tough, la communication, parce que des fois, on a tendance à négliger, surtout quand un couple a fait du parcours. Fait que tu te laisses aller un peu plus, puis tu commences à assumer même, elle va comprendre des trucs comme ça. Mais T'es-tu un fan de hockey? J'écoute quand même. Je pourrais pas dire le plus gros fan, mais... En ce moment, là, ce que tu me dis là, c'est une erreur de beaucoup de joueurs de hockey. De dire « Ah, parfait, j'ai percé l'alignement, je suis officiellement un joueur de la Ligue nationale, je peux commencer à me la couler douce. » C'est le contraire, là. Quand tu commences à avoir des business, puis que surtout quand tu es en affaires avec ton conjoint ou ta conjointe, ou que ton conjoint ou ta conjointe dépend financièrement de toi, man, c'est les ligues majeures qui commencent, là. C'est pas « Ah, on est rendu, parfait, je fais ce que je veux. » C'est là que la vraie game commence. C'est là que l'entraînement tombe important. C'est là que la communication tombe importante. C'est là où est-ce que ton conjoint ou ta conjointe va t'élever ou te couler. C'est là où ça tombe important. J'ai jamais eu autant de communication avec Marc-Claude que quand on a commencé à refaire plein d'acquisitions puis à utiliser et à dispenser notre actif. Avant ça, on se parlait, on se tient au courant des grandes lignes, mais
cette communication-là saine nous amène complètement ailleurs. Parce que des fois, tu sais, je vais prendre l'exemple, tu sais, si tu es avec ta conjointe, puis tu dis, ah, elle va comprendre, elle le sait. Peut-être qu'elle, elle ne comprend pas. Peut-être qu'elle, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle, elle va se sentir prise pour acquise ou manquer de respect dans cette situation-là, surtout si c'est l'argent des deux. Mais je vais même aller plus loin que ça. Peut-être qu'elle, elle a une idée que tu ne vois pas avec tes yeux d'homme ou que tu ne vois pas avec tes yeux de femme ou whatever, comment tu t'identifies, c'est ton problème. Mais peut-être qu'elle, elle a une solution meilleure que la tienne que tu ne vois pas, qui au final pourrait vous faire sauver de l'argent en deux. Des fois, de se faire challenger par quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi réellement, ça vaut une fortune. Tu sais, avant de faire le chèque de 80 000, qui est une bonne décision, si elle avait dit « Ouais, non, j'ai déjà parlé avec telle personne par rapport à ça, je pense qu'on peut l'avoir pour 40 000. » C'est important d'avoir la conversation avant de m'engager pour 80. Fait que tu sais, la communication, surtout dans les couples, tombe vraiment majeure quand vous commencez à avoir des enfants, des actifs ou vraiment un listing d'actifs familial en avant de vous autres. Tu sais, quand tu as une maison, quand tu as des enfants, quand tu commences à avoir des business ou du cash pour vrai, là, on commence à jaser de l'importance de la réelle communication et de la transparence. Exactement. Tu sais, c'est un parcours. Puis je pense que du moment que tu es avec la bonne personne, ça devient beaucoup plus facile. Il va toujours avoir des frictions, mais c'est plus facile. J'ai vu des couples où est-ce que tu vois que c'était juste des flamèches à chaque fois. Puis malheureusement, surtout quand tu impliques de l'argent. J'ai donné une conférence chez Le Mans, justement, il y a quelques semaines. Puis après les conférences, je demande tout le temps aux gens s'ils ont des questions. Puis, honnêtement, c'est mon bout préféré quand les gens me posent des questions. Là, je trouve que ça a vraiment beaucoup de valeur. Puis il y avait un jeune qui s'est mis à me parler. Puis il dit, tu sais, moi, il dit, je travaille beaucoup. Puis ça commence à créer des problèmes avec ma conjointe. Puis je dis, OK, beaucoup, comment? Il dit, je travaille au moins 80 heures par semaine. Je dis, OK, t'aimes-tu ça? Es-tu heureux de faire ça? Il dit, j'adore ça. Je me sens épanoui. Tu sais, c'est pas difficile, c'est pas forçant pour moi. Ça me rend heureux de faire ça. Je dis, OK. L'as-tu dit à ta blonde, ça? Oui. Puis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit qu'il fallait pas que je travaille autant, que c'était pas correct. Je dis, ben écoute, si ça te rend heureux, puis qu'elle a dit ne sois pas heureux, c'est peut-être une bonne idée de la laisser. Puis moi, en ce moment, je suis pas le gars qui va prioriser de séparer des gens dans la vie. Là. C'est pas mon optique. Moi, je suis de l'école de travailler pour régler nos problèmes. Mais quand t'es pas avec la bonne personne, t'es peut-être mieux de juste pas être avec cette personne-là. Puis c'est pas performant là, quand t'as un poids comme ça. Là. Ça marche pas comme ça. Bon. Question investissement. Quel a été ton meilleur investissement? Il y a un peu plus que 2 ans, le gouvernement a décidé qu'il voulait augmenter le taux d'inclusion du gain en capital de 50% à 75%. Le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, c'est là. J'ai fait une couple d'appels à des gens que je connais. J'ai appelé des family office qui ont vraiment beaucoup d'argent en Ontario. Puis j'ai été me chercher une ligne de crédit avec des family office d'un montant quand même substantiel. Puis j'ai injecté un montant d'argent de mes poches pour avoir un avocat qui allait travailler à temps plein avec moi pendant 90 jours. Un bon avocat spécialisé en droit de l'immobilier en Ontario. Et je me suis mis à envoyer des offres, des promesses d'achat sur à peu près tous les immeubles inimaginables qui tombaient disponibles sur le marché, ou tout sûr qu'on était capable de trouver des propriétaires qui avaient plus que 60 ans. On leur envoyait des offres non sollicitées, ou est-ce qu'on leur achetait leur bâtisse avec une balance de prix de vente payable avant la date dans le fond, d'arrivée de la mesure. Puis on se faisait financer l'acquisition par le Family Office, fait qu'on était capable de déclencher le fonds en dedans de 15 jours. Puis après ça, nous autres, quand l'immeuble était rendu à nous autres, on recommençait un processus de financement en APH Select qui commençait là. Fait qu'on savait qu'on avait pour un 8 à 14 mois, 18 mois pour être capable de clencher notre financement. Fait que j'ai acheté pratiquement tous mes immeubles, mettons 75-80% de mes immeubles dans cette période-là. Wow. Et je comprends exactement ce que tu as fait.
C'est quoi ton thinking quand tu as vu cette opportunité-là? Parce que tu vois dans les nouvelles apparaître, justement, je me souviens de cette... c'est quoi, c'est une loi qu'ils voulaient mettre? Une modification au règlement fiscal. Puis, regarde, moi, on dirait que j'ai pas le knowledge, je suis pas encore dans ce knowledge-là de voir vraiment, oh shit, OK, ça, c'est ma porte d'entrée dans cette période-là. Puis toi, tu sembles aussi avoir les ressources pour vraiment passer à l'action. Fait que je pense que ça aide aussi, là. Mais... Hier, je parlais avec un de mes amis qui s'appelle Pierre, puis il me disait le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la compétence. Fait que tu sais, quand le Bitcoin a commencé à faire parler de lui à comme 10 000 $, j'ai pas cru en le Bitcoin, je pensais que c'était pas bon, puis ma déformation professionnelle me disait de pas en acheter. Résultat, j'en ai acheté à 150 000 $ du Bitcoin au lieu de 10 000. Fait que tu sais, j'avais pas la compétence à ce moment-là pour bien faire mon investissement. Quand j'ai vu la fenêtre d'opportunité pour ça, puis que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde qui allait avoir le besoin de liquider leurs immeubles-là plutôt que dans 2, 3, 4, 5 ans, j'avais l'avantage d'avoir les contacts que je m'étais fait à travers mes différentes business, à travers mon parcours, pour me mettre dans une position d'acheter. Le résultat, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de portes. Ils ont tous pris de la valeur, mais ils sont tous à côté d'embarreur au niveau des dettes. Mm-hmm. Je génère peu ou pas de cash flow sur la majorité de mes immeubles, mais ce n'est pas des achats que j'ai faits pour moi. C'est des achats que j'ai faits pour mes enfants, en me disant que ça allait être leur Klondike. Mais quand j'ai... je crois beaucoup à la vie et au karma dans la vie. Là, chacun ses croyances. Mais moi, j'utilise l'application YouTube Music, que tu dois peut-être connaître, là, parce que je fais partie de ceux qui payent pour YouTube Premium. Puis, quand je lisais l'article sur mon Facebook, j'écoutais de la musique en même temps, puis la chanson Lose Yourself d'Eminem s'est mise à jouer. Puis, tu sais, quand il arrive d'ici, If you had one shot, one opportunity. Je suis en train de lire ça. Fait que, tu sais, mon cerveau a fait comme 1 + 1. Je dis, go, c'est le moment. Wow. C'est ça. Moi, j'appelle ça un message de la vie. Là. C'est ce que ma femme aussi, elle a dit. Mais tu sais, on a fait all-in. Puis tu sais, ouais, il faut que tu sois très éveillé pour les voir, ces signaux-là. Puis je pense que tu mentionnes le Bitcoin, par exemple, ton expérience avec le Bitcoin. Je pense que des signaux, on en a assez souvent, mais on n'est peut-être pas rendu là encore pour les connaître. Ben, c'est ce que je t'expliquais tantôt avec Sean Turcotte. Quand j'ai rencontré Sean à 18 ans puis qu'il s'est mis à m'expliquer l'importance du mindset puis du travail sur moi-même, j'étais pas capable à ce moment-là d'accepter puis d'utiliser son message. Ça a pris 5 ans avant que je sois en mesure d'avoir la capacité de le comprendre. Fait que, dans cette optique-là, à n'importe qui en ce moment qui écoute le podcast, mettez-vous en action. Si vous voulez aller en immobilier, mettez-vous en immobilier maintenant. Attendez pas que tout soit parfait, d'avoir les meilleures circonstances du monde. Les meilleures circonstances du monde, c'était il y a 40 ans. Les prochaines meilleures, c'est aujourd'hui. Essayez pas d'essayer de timer le marché. Essayez pas de trouver la solution magique et idéale. La meilleure solution, c'est d'être en action. Moi, je me souviens qu'en 2020, quand j'ai commencé... En 2020, j'ai eu une conversation avec un de mes chums qui me disait « Alex, il faut que tu arrêtes d'acheter des petits immeubles. C'est pas bon, les petits immeubles. » Puis finalement, je ne l'ai pas écouté et j'en ai racheté d'autres. Puis tous ces immeubles-là, ils ont doublé de valeur en dedans d'1 an. C'est du gros cash, là. Mais lui dit, mais les ratios sont pas bons, puis ci, puis ça. Je comprends, mais en ce moment, moi, je pense que quand je suis capable d'acheter des immeubles à 115 000 $ la porte, je ne devrais pas passer à côté. J'ai fait dans ma tête, puis ça a été une excellente décision. Des fois, c'est fou, tu sais, justement, le nombre de personnes qui te donnent des conseils. Des fois, ils le font beaucoup pour ton bien-être. Oui. Mais assez souvent, c'est pas le bon message. Si je vais voir mon mécanicien pour lui demander un conseil sur ma santé cardiaque, ça se peut que je n'ai pas le bon conseil. Puis si je vais voir mon chirurgien cardiaque pour lui demander quoi faire sur mon char, ça se peut que je n'ai pas le bon conseil. C'est pas qu'il y en ait un qui est bon, l'autre n'est pas bon. C'est qu'il faut être capable d'accepter de ne jamais prendre de conseil par quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu veux faire. Fait que si dans la vie, tu veux avoir plus que 1000 portes, viens me voir, viens voir du monde comme moi qui vont te montrer comment le faire parce qu'on l'a fait. Mais va pas voir le dude
qui dit « Hey, est-ce que j'ai 500 portes puis j'ai un parc de 30 millions, je sais pas quoi. » Qui dit « En 15 ans, j'ai acquis 500 portes. » Si tu veux plus que ça, va pas l'écouter lui. Va écouter le gars qui l'a fait. Tu sais, si tu veux savoir comment faire pour acheter des business, pas de cash. Si tu veux savoir comment faire pour acheter des centaines et des centaines de portes, suis-moi sur les médias sociaux. C'est ça que je partage gratuitement. C'est ça qu'on explique au monde comment faire. Mais si tu veux savoir comment faire de la musique, suis-moi pas. Tu vas être déçu, là. Je te mets Eminem, lose yourself. Ah, tu sais, je vais te montrer comment utiliser Suno AI pour être capable de créer ton beat puis tes mantras personnalisés. Ça, oui, mais man, demande-moi pas à moi comment faire de la musique. Demande à ma soeur. Demande-moi pas à moi comment écrire un poème ou demande-moi pas à moi d'être un acteur. Va voir Guillaume le Métivierge ou Hugo Dubé. Astique. Mais si tu veux savoir comment réussir en affaires, viens me voir. Quand tu investis dans une business ou sinon un projet immobilier, c'est quoi que tu observes le plus? C'est quoi les métriques que toi te rendent confortable comme OK, je veux en savoir plus avant même de dire oui? La première métrique que je regarde, c'est le locked-in. Pendant combien de temps mon argent va être gelé? Okay. La deuxième métrique que je regarde, cash on cash, je récupère quoi quand? Fait que, en ce moment, par exemple, dans nos projets d'investissement immobilier, les gens qui investissent avec nous autres, leur argent est gelé pendant 2 ans. Avec le locked-in, 2 ans. On leur donne un retour préférentiel de 20% par année. Fait qu'avant que nous autres, on puisse se payer quoi que ce soit, nos investisseurs récupèrent 20% de rendement par année en gain en capital année sur année. Du gain en capital, c'est imposable à 50%. En fait, c'est 50% intégré à 50% d'impôt. Fait que c'est 25% d'impôt, ça veut dire que 20%, c'est 15% net. Si je te donne du 20% en intérêt, c'est 10% en net. Fait que pour être capable de dire que tu viens accoter mon rendement avec de l'intérêt, il faut que tu fasses 30%. Fait que moi, ce que je regarde, le rendement net réel cash on cash, dans l'exemple de mes projets, 15%, puis le locked-in session. Fait que pendant combien de temps mon argent va être barré? C'est les 2 éléments que je regarde, puis après ça, je fais une comparaison entre mes projets et le projet qui m'est présenté. Si j'arrive, mettons, tu sais, comme je t'explique, là, j'ai 15% de rendement net par année sur mes projets avec mon argent gelé pendant 2 ans. Si quelqu'un vient me voir, tu sais, mettons, il y en a un qui m'a appelé un matin pour que j'investisse avec lui dans un projet de bâtisse, puis dans son projet, mon argent était gelé pendant 5 ans, puis je pouvais espérer aller chercher 6% brut par année. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, je paye des investisseurs, je paye du monde 20% par année avec du gain en capital. Je donne ce rendement-là. Pourquoi est-ce que j'irais mettre mon argent à une place où je vais aller chercher moins? C'est quoi l'argument? Il n'y en a pas, je le ferai pas. OK. Fait que c'est juste ça finit là. Tu sais, si tu n'es pas capable de me donner mieux ou équivalent à ce que j'ai, ou d'avoir un edge qui est complètement différent ou une répartition de risque qui est complètement différente, je n'irai pas de l'avant. Fait que tu sais, mettons, si tu me dis « Hey Alex, ça te tente-tu d'investir dans une compagnie de tech? On va te donner un retour préférentiel de 20% par année, puis un partage d'équité de 10%. Ça m'intéresse. C'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement dans mon portefeuille. Je vais partager les bénéfices de l'entreprise, puis je me garantis le même genre de rendement que j'ai. Là, c'est quelque chose que je vais regarder, que je vais analyser. C'est fou. On dirait que j'ai envie de te parler pendant des heures et des heures. Je suis là, on a du temps. J'ai tellement de choses, puis je me dis, oh shit, il va falloir un part 2 de ça. Ça va me faire plaisir, man. Super, parce que je pense, regarde, on va anticiper un part 2 où est-ce qu'on va parler de l'acquisition d'entreprise. J'adore ce sujet-là. Écoute, je vais me permettre un golden nugget aujourd'hui. Vas-y. J'ai fait l'acquisition de 8 sociétés cette année, 0 cash. C'est ça que je veux qu'on parle dans le prochain sujet. Je vais me permettre de faire un petit in sur le part 2 tout de suite. Okay. Petite nugget dessus, là, ceux qui veulent savoir comment faire, nous jaser ces médias sociaux, ça va me faire plaisir d'en parler beaucoup dans le part 2. OK, ben je veux le part 2 parce que, regarde. Je t'avoue t'être excité, je suis content. Ouais, non, parce que regarde, j'ai eu quelques invités où est-ce que je me suis beaucoup penché vers le reprenariat, l'acquisition d'entreprise, puis j'ai parlé à 3 individus par rapport à ce sujet-là.
le premier individu, si je ne me trompe, que je me suis penché vers, c'était Philippe Latour. Je sais pas si ça dit quoi. Entrepreneur série, il a racheté une entreprise, puis moi, j'étais curieux. C'était quoi le processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es allé? Ensuite de ça, j'ai parlé avec un CPA qui, lui, se spécialise justement dans la vente et l'acquisition d'entreprises. C'est Martin? Non, c'est François. Je vais vous enlever. Excuse-moi, François, mais tu sais de qui je parle. Et le troisième, ben, selon on a flirté le sujet, mais justement, c'est quelqu'un qui est dans le processus à vouloir acheter une entreprise. Puis ses questions étaient beaucoup orientées vers comment, qu'est-ce que je dois repérer, des trucs comme ça. Fait qu'on dirait que, on l'a pas eu encore ces conversations, mais on dirait que toi, tu pourrais peut-être même venir fill in, genre le trou entre lui qui veut aller dans. Je te mets même en contexte de son entreprise. C'est une entreprise de peintre. Ça fait 40 ans que ça existe. Là, il veut aller dans l'acquisition, aller chercher peut-être des business complémentaires à celle-là. Oui, on a fait ça aussi. Intéressant, fait qu'on va avoir un part 2. Comme je te dis, j'adore le sujet parce que je trouve que quand je t'ai dit dans le début, le reflet que j'ai fait de moi-même aujourd'hui, est-ce que je recommencerais qu'est-ce que j'ai fait à lancer une entreprise de zéro? Je suis comme, peut-être que non. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus intelligent, je suis beaucoup plus positionné. Mature, plus de ressources. Fait que ça m'intéresse. Bon, regarde, ça achève, mais là, je voudrais voir l'avenir. C'est quoi ton avenir? Où est-ce que tu vois les opportunités? Où est-ce que tu mettrais tes pions en ce moment? Dans notre portefeuille d'actifs, là, on a des immeubles un peu partout, mais on a en ce moment un peu plus que 1000 unités en processus d'acquisition au Québec. Fait que c'est nouveau parce qu'on n'avait pas d'actifs au Québec pantoute. On a une entreprise en acquisition en ce moment en Europe. On a une 15 à 20 entreprises qu'on sait qu'on va acheter l'année prochaine ici au Québec. On a une couple qu'on est en train déjà de faire les discussions par rapport à ça. On a commencé à regarder pour le développement au niveau des États-Unis, principalement au niveau de la Floride puis du Texas. Beaucoup la Floride, un peu le Texas. On a commencé à regarder la capacité et la possibilité de faire des investissements à Dubaï puis en Asie du Sud-Est, principalement dans la région de Singapour. C'est pas mal ça qui s'en vient en avant de moi au cours des 5 prochaines années. Est-ce que la République dominicaine pourrait être une option? Tu as-tu exploré ou t'es-tu informé? J'ai fait mes analyses. Pas un marché qui m'attire énormément. Il y a un risque politique quand même important. Je trouve que je trouve que le marché est trop surévalué en ce moment versus la valeur réelle, versus les valeurs de l'économie qui est autour de ça. 100% ou à peu près des revenus réels viennent du tourisme. Fait que tu sais, c'est tout le temps une mauvaise discussion entre un bonhomme avec la face orange puis un autre avec pas de cheveux qui décide de dire que c'est fini les relations entre les deux. Fait que l'ensemble de ce type d'investissement-là, pour moi, représente un risque trop élevé pour mon capital versus le rendement réel que je peux aller chercher. Tu sais, si tu me dis, Alex, ça coûte 100 000 $, s'acheter un projet là-bas, puis ce 100 000 $ là, en dedans de 2 ans, va valoir 1 million. Là, peut-être que je vais le regarder parce que je ne suis pas plus capable qu'un autre. Mais à court terme, mettons, les pays comme la Cuba, c'est sûr que non, la République dominicaine, Haïti, le Mexique même, on m'a proposé bien des affaires au Mexique, ça ne m'attire pas pantoute. Tout ce qui est l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ne m'attire pas vraiment. On regarde pour faire des acquisitions stratégiques en ce moment en Afrique, dans 3 pays en Afrique, puis 2 pays dans le coin de Bali puis de l'Indonésie. Mais c'est plus pour une question de chaîne d'approvisionnement, pas tant pour l'opération en tant que telle. Fait que ce type d'acquisition-là puis de stratégie-là m'intéresse beaucoup plus que juste investir dans des pays où est-ce que j'investirais pas vraiment non plus en Inde, j'investirais pas non plus à Hong Kong en ce moment, j'investirais pas non plus au Pakistan ou au Bangladesh parce que c'est des pays en ce moment qui ont une grosse instabilité au niveau politique.
Puis ça vient avec un risque quand même important au niveau des investissements. Puis je ne suis pas confortable avec ce type de risque-là. Pour l'Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est-tu quelque chose qu'on te... Ouais, mais c'est pas tant ce que nous autres, on regarde en ce moment, c'est plus dans notre chaîne d'approvisionnement. Okay. Fait que c'est d'acheter des fournisseurs qu'on a déjà dans cette région-là pour être capable de baisser nos costs. Fait que c'est plus Afrique du Sud en ce moment. Puis... J'ai oublié le nom. Je pense que c'est Kenya, mais je ne suis pas certain. Je suis loin d'être un expert de la map de l'Afrique. Je n'ai jamais été encore. Là. C'est plus que pour nous autres, mettons, c'est des bonnes opportunités. D'un point de vue local, des projets commerciaux, mettons, on pourrait dire sportifs, des trucs comme ça. Vois-tu, genre... Ça m'intéresse. En ce moment, je suis en processus d'acquisition d'une équipe de hockey mineur aux États-Unis. Fait que, je suis ouvert à tout ce qui est rapport au sport. Es-tu un gars de... Admettons, tu as dégagé aussi que tu as une appréciation pour le hockey. Y a-tu d'autres sports que tu vois, admettons du basket, par exemple? J'ai de l'ouverture pour le basket, sport que je connais moins, marché que je connais moins. Fait que ça impliquerait des recherches, mais tu sais, en partant, là, si ça peut être intéressant, si ça peut être rentable comme investissement, je suis ouvert. Fait que tu sais, choisis le sport que tu veux, ma réponse va être le même. Si tu me dis, Alex, on va acheter une équipe de cricket pour mettre à Toronto, mais je sais qu'il va y avoir de la demande pour ça. Je connais ça. Fuck all, j'ai aucune idée des règlements, comment ça se joue, mais je sais qu'il y a de la demande pour ça. Il y a une population. Intéressant, ça. Non, c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Wow. Admettons, OK, dans la question, dans les projets AI, on est-tu dans une bulle? Non. Ou tu penses que c'est vraiment... Admettons, tu vois-tu une bulle dans le AI ou même sinon, même dans le data center encore? C'est comme complémentaire aussi du AI parce que plus un consomme, l'autre doit grossir. Mais il y en a une qui a des surévaluations, mettons, sur des projets d'intelligence artificielle. En ce moment, en fait, on a engagé une personne à l'interne qui s'appelle Pierre-Luc, qui est une personne exceptionnelle qui s'occupe de faire de l'intégration de AI dans l'ensemble des sociétés qu'on a achetées. Puis on est en train de mettre en place une politique que si les gens ne sont pas ouverts à utiliser l'AI dans leur business, on ne les achètera pas. Ça te donne une idée un peu de notre position par rapport à ça. Là. Après ça, est-ce que je serais du genre à investir directement dans un prototype AI ou quelque chose de même? J'ai des contacts pour le faire avec moi. Fait qu'avec certains contacts, oui. Tout seul, non. Même principe, on est en train d'acheter un aéroport en ce moment. On a commencé le processus d'acquisition d'un aéroport. Puis je l'achète avec... Si ça se concrétise, là, c'est loin d'être terminé, là, mais si ça se concrétise, je vais l'acheter avec 3 de mes chums qui, eux autres, sont dans le domaine de l'aéronautique. Parce que moi, je connais ça fuck all. Là. Fait que quand tu comprends que tu ne comprends pas quelque chose puis que tu peux t'entourer des bonnes personnes, il y a possibilité de rendre ça rentable et intéressant. Intéressant. Mettons, regarde, un dernier créneau qui me vient à l'esprit que on m'a abordé dernièrement, les jeux vidéo, les jouets, les trucs comme ça. Vraiment quand tu touches les enfants. Non? Non, puis j'ai rien contre, mais le monde va me trouver dole, là, mais je suis pas pro bebel. Okay. Je suis pro sport. Encore là, c'est les valeurs là, qui viennent te chercher aussi pour que tu puisses te sentir que ça vaut la peine. Ouais, tu sais, si quelqu'un donne des jouets à mes enfants, en règle générale, on va les redonner à quelqu'un d'autre, un organisme d'un OSBL quelconque. C'est pour donner des cadeaux à mes enfants, puis tu peux demander à ma soeur parce qu'elle est avec nous autres aujourd'hui en studio, mais il faut que ce soit quelque chose qui est scientifique, artistique, sportif, collaboratif. Si ça ne rencontre pas un de ces 4 critères-là, ça ne rentre pas chez nous. J'adore les valeurs. J'adore vraiment que tu es focus. Parce que je pense aussi encore là, l'avenir des enfants, parce qu'ils dépendent beaucoup sur comment qui tu vois, c'est qui tu es. Puis le patrimoine, ben regarde, tu veux qu'ils suivent. Tu veux continuer à le partager. La grande image, puis on va terminer ça ici, pour ton patrimoine, jusqu'à où tu veux l'amener, je peux imaginer illimité où est-ce que tu es la dernière génération possible. Dans le fond, moi, ce qui a fait que j'ai décidé que je recommençais à être vraiment actif dans mes affaires, là, c'est on donne, nous autres, historiquement, 10% de notre BAYA en philanthropie. Fait que
pour nous autres, c'est important de redonner puis d'améliorer le monde dans lequel on vit. Mon objectif personnel, c'est qu'à mes 50 ans, donc en 2040, on soit en mesure de donner 100 millions par année en philanthropie. T'sais, imagine la quantité de gens que tu peux aider, l'impact réel que tu peux avoir avec 100 millions par année. En autant que le gouvernement ne le touche pas. Ben, c'est de la philanthropie. Le gouvernement va me fourrer peu importe ce qui se passe, là, mais si je suis capable d'arriver et de dire que je donne 100 millions par année pour aider des enfants qui ne mangent pas, des banques alimentaires, aider dans le sport, aider au développement artistique, aider à ce que les gens, puis que le monde dans lequel on vit devienne un monde meilleur. Si j'ai la capacité de me rendre là, puis je sais que je vais avoir la capacité de me rendre là, fait que quand je vais être rendu là, je vais avoir un réel impact sur notre société, plus encore que le gouvernement. Bien dit. Puis justement, j'allais te demander s'il y a-tu peut-être un créneau en particulier. Là, je pense que tu es l'enfant ou sinon l'avenir, la jeunesse, et semble être quelque chose que tu tiens à cœur. Tu sais, la santé, c'est-tu quelque chose aussi que tu vois? Pas moins. Je l'ai fait dans le passé, la santé, moins. Je trouve que c'est déjà beaucoup de gens donnent et investissent là-dedans. Pour nous, une des choses excessivement importantes, c'est d'aider les futurs aideurs. Fait que si on est capable de faire en sorte d'aider les enfants ou des jeunes sportifs, des entrepreneurs ou des nouveaux arrivants qui veulent contribuer et aider à la société, mais qui ont besoin d'aide pour la francisation, l'intégration, avoir une base pour se partir dans la vie. Tu sais, les gens qui sont arrivés ici de l'Ukraine là, dans les dernières années, ils ne sont pas venus ici pour le plaisir. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si on est capable d'aider ces gens-là à repartir des business, à être des facteurs importants dans notre économie, moi, je pense que c'est notre devoir de le faire. Très noble. Très noble. Puis, wow, on dirait qu'on aurait besoin beaucoup plus de gens comme toi, tu sais, que... Merci, c'est très gentil. Parce honnêtement, tu sais, je rencontre énormément de personnes, puis tout le monde est focus comme comment moi je peux devenir meilleur, moi je veux être ça, je veux que tout le monde me voit. Mais on dirait que toi, peut-être ce que je peux capter, c'est que tu veux qu'on te voit, mais parce qu'il y a une réelle mission. Puis je sens beaucoup d'authenticité. En fait, ma soeur, ça fait quand même plusieurs années qu'elle me demande à ce que je me montre plus puis que je sois plus présent. Je suis un gars qui est quand même discret dans la vie, là, fait que c'est récent pour moi de me montrer puis de faire des entrevues, des podcasts, des choses comme ça. Fait que ça, c'est tout nouveau pour moi. Puis tu sais, j'ai pas l'intérêt ou le besoin du fame qui va autour de ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin. Tu sais, en ce moment, moi, le temps et l'énergie que je mets là-dedans, c'est un investissement que je mets pour aider les autres. C'est pas, c'est pas pour, pour moi, ton ego, là. J'en ai pas de besoin de ça. J'essaye sincèrement de dire que je vais faire une différence dans la vie des gens. Si aujourd'hui, l'heure et demie qu'on a pris ensemble peut changer la vie de quelqu'un qui va avoir écouté ça, worth it. Tu sais quoi, je pense que mon podcast est toujours genre comparé à un pitbull. C'est pas le plus gros chien qu'il y a, mais c'est lui qui a une morsure intense. J'ai vu des choses que je m'attendais vraiment pas que ce podcast-là réalisait à cause de peut-être la communauté ou les contacts. T'sais, juste être un invité ici, si tu fais partie d'un groupe de personnes où est-ce qu'éventuellement j'ai cette idée-là de vouloir organiser un événement Yellow Seed, où est-ce que c'est juste les invités qui vont être là. On va ça à Québec chez Le Mans. OK. Je te montrerai de quoi ça a l'air, Le Mans, man. C'est une scène comme place. Puis je peux te dire, si mettre toutes les personnes que j'ai interviewées dans la même place, il y a du poids. Il y a de la business qui sort de là. C'est ce qu'il faut. Fait que je suis content que tu fasses partie maintenant vraiment de mon portfolio de personnes contacts, de vraiment... Tu es venu partager un sujet... J'en ai abordé, mais jamais peut-être avec la profondeur puis peut-être la sagesse que tu l'amènes, que tu la partages. Merci, c'est vraiment gentil. Je suis content de t'avoir rencontré. C'est réciproque. Pool Party. Dave, organise d'autres Pool Party. Ben, merci beaucoup. Puis regarde, part 2, acquisition entreprise. Oh yeah, baby. Oh, c'est là, j'ai hâte. Ça va être le fun. Là, Cool. on tombe dans un sujet crunchy, j'aime ça. Ah ouais. Tu sais, je vois une photo de pizza Salvatore en arrière de toi. Là. On va te montrer comment sortir en dehors de la boîte. OK, vous avez compris. Abattello. Let's go, Guillaume. Merci. Merci beaucoup de ton passage, de ton temps. Et ça fut un excellent épisode. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Let's go. Il y a aussi podcast, guys.
que si vous voulez vraiment encourager local,